Yann. Bonjour Frédéric. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de contenu, mais surtout contenu à valeur ajoutée. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi il faut faire ça? Alors, le contenu, le marketing de contenu, ce qu'on appelle en bon franglais le brand content, qui devrait d'ailleurs s'appeler branded content, mais c'est notre ami Daniel Beau qui a inventé ce terme et qui a préempté d'ailleurs ce terme en français. Alors en américain ou en anglais, on dirait plutôt content marketing, en français marketing de contenu. Alors ça c'est vieux comme le monde, hein, on peut remonter aux origines. Voilà, le guide Michelin, c'est probablement, je dirais probablement un des premiers, mais il y en avait certainement quelques-uns avant. Hein, mais toujours est-il que c'est certainement un des exemples les plus réussis et qui date du début du XXe siècle. Alors sur Internet, c'est pareil, c'est aussi vieux que l'Internet. À partir du moment où l'Internet fonctionne sur du contenu, il ne fonctionne que avec du contenu. Hein, en gros, ça sert à ça, Internet, ça sert à mettre un contenu qu'on va partager avec le monde entier, ou moins. Mais enfin, à la base, c'est avec le monde entier, et tout le monde peut y accéder, c'est le principe. Et donc, fatalement, ça a sublimé ces stratégies de marketing de contenu, qui donc ne se limitent pas, le marketing du bouche à oreille ne se limite pas du tout à Internet, hein. Tu le cites souvent sur ton blog, le street marketing, des choses comme ça, ce sont des techniques de marketing de bouche à oreille, le web en est un des canaux, et peut-être un des langages aussi, parce que c'est un langage un peu particulier. Mais ce qui se passe, moi du marketing du contenu sur Internet, j'en fais depuis 20 ans. Je crois que le premier que je cite souvent, c'est celui que j'ai créé en 96. Oui, bon, 18, 19 ans, on peut chipoter. Hein. C'était en Angleterre. Et le but, c'était pour Unisys à l'époque, qui était mon employeur, et qui était un des grands acteurs de l'informatique mondiale de l'époque, il existe toujours, mais un petit peu plus petit. Eh bien, sa problématique, c'était de se lancer sur le marché de la banque sur Internet. Et ce marché de la banque sur Internet, on connaissait pas trop à l'époque. Hein. Et d'abord, il n'existait pas trop, et puis surtout, on n'existait pas trop non plus dedans, parce que c'était pas notre truc, en fait. Nous, notre truc, c'était de faire des back-office. C'est-à-dire qu'on travaillait notamment pour Coop Bank, ou pour NatWest, ou pour Lloyds, ou pour TSB, etc. À l'époque, c'était des banques qui étaient séparées. Et qu'est-ce qu'on faisait pour ces gens-là? Eh bien, on leur faisait leur back-office. On leur lisait leurs chèques, on les traitait, on faisait tout le traitement de back-office. Passer en front-office sur Internet, ça c'était quelque chose de nouveau. Et donc, les clients ne nous associaient pas à ça, forcément. Alors, vous étiez les tuyaux derrière la réalité. Exactement, on n'existait pas sur le sujet. Alors donc, une solution qui nous est venue à la tête. Steve Parisser, d'ailleurs, m'a demandé de revenir à Londres à cette époque-là pour faire ça. Il m'a dit, en fait, je voudrais un peu comme Visionary Marketing, mais pour mon truc à moi. Et il dit, c'est simple, on est nul, donc ce qu'on va faire, on va donner des notes aux autres. Et comme on va donner des notes aux autres, ils vont forcément nous trouver bons, puisqu'on est capable de les noter. Donc, alors c'est clair que ça monte un peu la barre et que ça demande un peu de courage et il faut prendre un risque. Mais c'est ce qu'on a fait. On a créé internetbanking.com. On a créé le baromètre de la banque sur Internet et on a donné des notes à toutes les banques. Et dans la semaine qui suivait, pourtant il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque, mais dans la semaine qui suivait, toutes les banques nous contactaient pour nous dire « Ah, je suis pas d'accord avec votre fiche là vous avez mis ça, mais c'est pas gentil, ça c'est bon, ok, ça c'est vrai, c'est pas gentil, mais c'est vrai, ça c'est pas gentil, mais c'est pas vrai, etc. » Et donc, ou c'est gentil, c'est pas gentil, mais on est en train de le corriger, etc. Et donc, on a travaillé avec eux, et du coup, immédiatement, on s'est fait reconnaître, et on a d'ailleurs réalisé immédiatement une mission que j'ai dirigée côté Unisys, qui était une mission de cadrage stratégique qu'aujourd'hui on appellerait la transformation digitale, pour Binational à l'époque. Voilà, donc le marketing du contenu, il n'est pas d'aujourd'hui, ça date du début. Je dirais les pros de l'Internet ont compris ça tout de suite, dès le premier coup. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? En 2001, il s'est passé la bulle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est simple, pendant à peu près 10 ans, on a vu Internet cantonné dans un rôle de techos. L'Internet, c'était le truc du techos. Voilà, bon, on ne comprend pas. On monte un site web, c'est juste des graphiques, c'est pas grave. Oh, ça sert pas à grand-chose, de toute façon, il y a eu un crack. Et puis, petit à petit,
toutes les prédictions, les prévisions de la désintermédiation par le web, qui étaient fausses au début, parce que on a dit les banques vont disparaître, elles n'ont pas disparu. On a dit les magasins dans la rue vont disparaître, ils n'ont pas disparu. Les taxis vont disparaître, remplacés par des Exactement. Les hôtels vont disparaître, remplacés par des particuliers qui louent leur chambre. Non. Exactement. Et là, tu mets le doigt dessus. Justement, ces modèles-là ont mis 20 ans pour être rompus, ou tout au moins bousculés, et ils commencent à l'être. On voit aujourd'hui les opérateurs. Les opérateurs ont bousculé les banques sur les marchés, alors bizarrement, ça ne s'est pas passé sur les marchés occidentaux. Le paiement mobile, ça s'est passé en Afrique. Parce qu'ils sont passés directement de la partie pas de banque à la consommation. Exactement. Ils ont réussi à désintermédier les banques en allant s'adresser et en allant bancariser des gens qui ne l'étaient pas au travers de téléphones mobiles. C'était futé, c'était pas gagné d'avance, on n'aurait pas parié une cacahuète dessus, et pourtant, c'est pourtant ce qui a marché, aussi bien pour Vodafone ou Orange en Afrique ou en Indonésie. Alors, ces modèles-là sont aujourd'hui très fortement concurrencés. Les modèles traditionnels, on a vu des entreprises très connues qui se sont écroulées. Alors tout le monde pense à Kodak, mais on pourrait penser en France à des entreprises peut-être moins connues, comme Comareg. Comareg, c'était 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, fou, évanoué du jour au lendemain. Ou surcouf. Ou surcouf. Alors bon, là on est plus dans le produit numérique, c'est clair. On voit la Fnac qui est bousculée, même s'ils ont fait une transition vers le web. Mais ils se ressaisissent. Enfin, ils ont compris qu'on pouvait commander qu'on pouvait commander en ligne et se faire livrer dans le magasin et avoir les mêmes droits que si on si on achetait en magasin. Et que même, au contraire, ça pouvait apporter quelque chose de plus. Donc, on voit que la Fnac commence à comprendre le drive to store. Ça a mis du temps, mais ils y arrivent. Donc voilà. Donc c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Le web s'est imposé. Il est devenu je dirais, une composante essentielle de la transformation des entreprises. Souvent, c'est quelque chose qui n'est pas compris d'ailleurs. On croit qu'il y a des transformations digitales, mais il n'y a pas de transformation digitale. Il y a de la transformation avec du digital, ce qui n'est pas pareil. La vraie transformation, elle est au niveau du business. Et donc, le contenu web, eh bien, il est devenu essentiel parce que d'un web de techos, où on fait juste des achats en ligne et puis rien d'autre, en fait, on est passé à un web omniprésent où pour acheter n'importe quoi à n'importe qui, on va passer sur 6, 7, 8 sites pour se renseigner avant de passer à un acte d'achat. Tout le monde, même moi, quand j'ai un problème, je tape sur Google, je regarde une vidéo, ou quand je suis dans la rue, qu'est-ce que je fais? Je tape sur ma carte, ou je suis avec Waze et je regarde aux alentours s'il n'y a pas de parking, une station d'essence, n'importe quoi. C'est devenu un couteau suisse. Bien sûr, toute la population n'est pas encore équipée de smartphones. On en est à peu près à la moitié en France. Ouais, 36, 40%. Non, c'est près de 50%. Ah ouais? Mais oui, si, quand même. Mais donc, peu à peu, effectivement, ces usages se répandent de façon massive. Déjà, la moitié de la population, c'est déjà massif. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est le couteau suisse. On le sort à n'importe quel moment. Dans le temps, on aurait sorti le quid ou le dictionnaire quand on avait une question. Maintenant, clac. Ou une carte. Qui a encore un plan papier dans sa bagnole? Exactement. Là, pour le coup, Michelin s'est fait complètement dépasser. Ils n'ont pas pu prendre le virage. Alors justement, Michelin à l'époque, ils avaient révolutionné le secteur parce qu'ils avaient de la valeur, ils apportaient quelque chose d'original. Là, tu nous l'as dit, on produit du contenu, il y a des pages, etc. Mais on n'arrive pas à une infobésité, une saturation, comme tu le dis. Alors exactement, c'est ça le souci, c'est qu'on arrive dans un... Alors l'infobésité est plus ou moins un vrai problème parce que elle se trie elle-même par déjà le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul moteur de recherche et que la plupart des gens s'arrêtent à la première page. Donc du coup, si on n'est pas dans la première page, on n'est pas vu, quoi. En gros, pour faire simple. Et donc du coup, c'est ça la difficulté, c'est que il y a quelques années, on pouvait, avec quelques pages internet bien faites, comme internetbanking.com, exister rapidement. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile, et surtout que toutes les entreprises se sont mises à faire ça. Quand j'ai démarré chez Orange Business, il y a 7 ou 8 ans, 2008 exactement, les blogs d'entreprise, c'était bien parce que tous les blogs s'arrêtaient, parce que tout le monde disait ça marche pas, c'était la fin de la mode.
Au contraire, quand c'est la fin de la mode, ça veut dire qu'il faut commencer à s'y mettre. Et justement, il n'y avait pas de concurrent parce que tout le monde dit « Oh ben non, ça marche pas, c'est trop compliqué ». Alors que quand on savait le faire marcher, ben justement, on l'a démontré. Et on le voit encore aujourd'hui, on peut taper n'importe quel mot-clé autour de nos domaines. Voilà. Et on arrive immédiatement sur Orange Business, CQFD. Aujourd'hui, c'est plus difficile si on n'a pas pris cette avance. Ou si on se repose sur ses lauriers et qu'on oublie de pédaler, hein, parce qu'il faut continuer de pédaler, tu es bien placé pour le savoir, eh bien on finit vite par être noyé dans la masse et être vite concurrencé par les autres. Donc il faut sortir des idées qui sortent du cadre. Alors, surtout si on est en B2B. Si on est en B2B, on a tendance à être un peu trop sérieux et à parler assez. Les clients n'accepteront jamais ça, ou c'est pas pour nous, nos clients c'est du sérieux, on est des. Et souvent, ce que je vois, on le voit en ce moment on travaille avec un client qui est dans la banque, qui s'appelle Cheshire Prince, qui est une filiale du Crédit Mutuel, et qui a bien compris ça. C'est la bonne vieille méthode de Regis McKenna, hein, talking to your clients' clients. Parler aux clients de vos clients. Et ça, tous les gens qui sont dans la high-tech, comme toi, le connaissent. On sait faire ça dans la high-tech, parce que c'est des méthodes qui ont été introduites par McKenna dans les années 80-90. Dans les autres domaines, notamment la finance, ils ne connaissent pas trop. Et en fait, ils savent parler d'obligations convertibles, de spread et d'autres choses encore plus compliquées. Mais c'est difficile d'être capable de prendre un vocabulaire universel pour pouvoir s'adresser aux clients de ses clients. Et ça, c'est véritablement la chose à faire. Mais alors après, ça ne se fait pas n'importe comment. Et puis, il faut trouver des moyens originaux, parfois, pour faire ça. Alors, donne-nous un exemple, justement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a sorti un petit bouquin, un petit BD, qui s'appelle Super Content Man, que vous retrouvez sur visionarymarketing.com/SCM, comme Super Content Man. Voilà, il y a un petit. Le but, c'était pas de faire un article de blog, on en envoie des dizaines, des centaines, et maintenant, en fait, ça devient un petit peu invisible sur le web, mais au contraire, de faire quelque chose d'original qui a marqué les esprits. Tu sais, quand tu me l'as envoyé la première fois, tu dis waouh, c'est marrant. Parce qu'il y a deux choses que j'aime bien, c'est d'abord, on se retrouve dans le quotidien. Et c'est ça, en fait, c'est bien qu'on puisse s'exprimer, retrouver la vie de tous les jours. Et la deuxième chose, c'est la mise en forme, l'humour, etc. Alors, dis-nous un petit peu l'origine de ça. Alors l'origine, c'est simplement un jour on s'est réveillé, on a enfilé nos boots et on s'est dit tiens, on va écrire un livre blanc sur notre savoir-faire. Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire du contenu. Donc on va expliquer ce qu'on fait. Et là, je me suis mis à la table et je me suis dit ah mais non, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de réécrire la communication expliquée à mon boss. La communication digitale expliquée à mon boss qui s'est vendue à 5000 exemplaires. Et donc je me dis c'est peut-être pas la peine parce que on va réexpliquer encore la même chose avec les mêmes mots, et puis peut-être avec des mots différents, parce qu'il faut toujours changer, mais bon, c'est bon, on l'a déjà dit ça, et puis surtout, on l'a déjà fait passer d'un point de vue sérieux, avec toujours pareil, des anecdotes, etc., peut-être un ton un peu humoristique, mais enfin, ça reste quand même un bouquin sérieux. Et on s'est dit, mais pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose d'un peu plus léger, qui se rapproche de... D'ailleurs, tu dois reconnaître un peu les couvertures des comics américains, exactement. Alors, on a même jusque détourné le prix, qui est à 0 cents. Et donc, en fait, on s'est dit, on va sortir un concept avec un personnage, un super-héros qui s'appelle Super Content Man, qui vient sauver l'entreprise qui justement essaie de faire sa transition digitale. Voilà, quelque part. exactement. Et donc Trocatron Limited qui a son rival juré qui s'appelle Molybdos International, et ils essayent toujours de se tirer la bourre avec Molybdos International. Et bien entendu, ils ont toutes les questions qu'on entend sur le terrain. 100% de ce qu'on a écrit là-dedans sont des anecdotes vécues. On les a un peu torturés. Oui, pour pas que les gens s'y reconnaissent. Voilà, bien entendu, on n'a pas cité de nom, on n'a pas... Mais parfois, même des chiffres qui peuvent paraître complètement débiles sont des chiffres réels, sortis du terrain et d'expériences que nous avons vécues, aussi bien Frédéric Chevalier que moi-même sur le terrain. Et donc, ce que tu as fait donc du storytelling. Exactement. Et du marketing visuel, qui sont des énormes tendances, parce que de plus en plus les gens, comme tu disais, un livre blanc c'est bien, ça intéresse une cible, mais pas forcément tout le monde. On est une petite BD comme ça avec des planches, comme tu le montres à l'écran, c'est tout de suite beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable. Voilà. Et là, on passe un autre message et on peut toucher une autre cible.
Et figure-toi que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai un projet de réseau social d'entreprise. Et je voudrais l'expliquer à mon patron. Et j'y arrive pas. Enfin, je simplifie. Hein. Et la façon... Comment est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de l'expliquer simplement? Et elle avait vu ça, et ça lui a donné une idée, et du coup, on lui a fait une BD sur la base de son logiciel qu'elle était en train de développer, avec 2 colonnes, avec une entreprise. Alors, c'était en anglais. Alors, l'entreprise de gauche, elle s'appelait Old School Limited, et l'entreprise de droite, elle s'appelait WizKids Incorporated. Et donc, bien entendu, on comprenait bien que Old School, ils faisaient tout de travers, ils ne partageaient pas leurs fichiers, ils ne travaillaient pas ensemble, ils ne collaboraient pas, ils s'envoyaient des mails, ils travaillaient jusqu'au point d'heure, ils ne faisaient pas de séance en temps réel. Et par contre, WizKids Incorporated, eux, ils avaient tout compris, ils avaient le RSE, le référentiel, ils faisaient du partage en temps réel, et le week-end, ils allaient faire du shopping parce qu'ils avaient un peu plus de temps. Et donc, du coup, c'était aussi un meilleur cadre de vie pour les employés. Et donc, du coup, le client a pu utiliser ça pour expliquer ça à son patron, et le retour, c'est ça a marché, parce que c'est pas parce que c'est le patron qu'il faut lui envoyer des rapports annuels de 350 pages avec des tableaux illisibles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des choses qui soient claires. Quiconque a été patron, je le suis, donc je sais ce que c'est. Pour prendre une décision, il faut quelque chose de clair. Si quelqu'un vient m'expliquer un spaghetti incompréhensible avec des tas de complications, et la vie, la mort, la philosophie, je dis stop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est noir? Est-ce qu'il faut plutôt le faire? Est-ce qu'il faut plutôt pas le faire? Est-ce qu'il y a plutôt un risque ou est-ce qu'il n'y a pas de risque? Oui, il y a un risque, mais je pense que tu peux le faire. Tu peux avoir confiance, et je pense qu'on va le faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok, là, je peux prendre ma décision. Et c'est ça l'intérêt de ça, c'est que ça va remettre en situation, on va scénariser les choses. Alors, ceci étant, ce qu'on a voulu faire passer comme message ici, c'est pas forcément de faire la même chose. Hein, il faut essayer de sortir du cadre. J'ai eu un autre client ce matin qui m'a demandé la même chose, mais peut-être un peu différemment. Peut-être qu'on pourrait rajouter un peu de vidéo aussi pour faire un peu d'animation. Bref. Chaque cas est un cas particulier, et surtout, il ne faut pas essayer systématiquement de copier le voisin. Faire du marketing, c'est faire autrement. D'accord. Alors, si on veut avoir plus d'informations et télécharger le PDF de Super Content Man, on va donc sur visionarymarketing.com et c'est visionarymarketing.com/scm pour aller directement sur le formulaire si on est très pressé. Et il y a combien d'épisodes, dis-moi? Alors, pour l'instant, il y a 5 épisodes qui, pour l'instant, n'existent qu'en français, mais qui vont être traduits bientôt en anglais. Puisqu'on a aussi cette compétence chez Visionary Marketing où on accompagne des clients étrangers, notamment des clients étrangers qui se développent en France. Voilà, donc on aura cette version-là en anglais, et puis en fait on a un projet avec Kawa, l'éditeur bien connu, qui est l'éditeur de tous nos livres, les médias sociaux expliqués à mon boss, la communication expliquée à mon boss, le marketing du B2B, etc., j'en passe et des meilleurs. Eh bien, avec Kawa, nous allons publier cette BD in extenso, les 3 volumes, parce qu'il y aura 3 volumes de 5 épisodes chacun, et avec d'autres épisodes inédits qui seront... Est-ce qu'on te verra dedans? Non, moi je disparais derrière Visionary Marketing. Tu es scénariste, et donc tu peux pas être sur les photos. Alors c'est un véritable travail d'équipe, c'est pas un one-man show. C'est pas un truc bricolé. C'est pas un one-man show. Il y a un photographe, il y a des acteurs, exactement. Il y a un scénario. Alors les acteurs, ce qu'on fait ici et ce qu'on fait également avec les clients, et c'est un élément important de motivation des équipes, c'est qu'il faut faire intervenir les équipes du client. Ne faites pas intervenir des figurants. C'est bien, ça fait vivre des figurants et des intermittents du spectacle. Mais vous avez déjà tellement de gens qui sont compétents. Exactement. Ils vont s'approprier l'outil. Ils vont être passionnés. Si ça se trouve, ils vont travailler également sur les scénarios, suggérer des scénarios, suggérer des idées. Et ils vont être eux-mêmes les avocats de votre contenu. N'oubliez pas ça. Merci Yann et à bientôt. Merci Frédéric, à bientôt.